La photo dans mon dos suffit à dire ce qui nous arrive. L'AST, et notamment à sa demande, tente de continuer, continuera tant qu'elle le pourra, même si nous avons à vivre ce qui est arrivé hier, ou l'année dernière aussi avec le départ de notre ami Christophe, etc. Nous avons aussi un peu le retrait, la mise en retrait de l'autre pilier de l'association, qui est René Mignon, que l'âge a affaibli, et qui ne se sent plus dans la capacité de nous accompagner comme il a pu nous accompagner et vous offrir à tous ce qu'il a pu offrir en matière de conférences, en matière d'excursion. Voilà. Mais bon, l'AST tentera de continuer. Nous avons un jeune président, il faut en profiter, il va intervenir. Je vais lui laisser le soin de dire un petit mot sur notre ami Richard. L'AST prévoit, mais dans un délai non fixé pour l'instant, l'AST fera un hommage particulier à ce personnage. Voilà. Quand, on ne sait pas, nous sommes sous le choc et nous allons réfléchir à tout cela. Je laisse la parole alors à Christophe qui va dire un petit mot, et par ailleurs à Alain tout à l'heure qui dira aussi un petit mot sur un projet de livre. Vous avez peut-être été destinataire d'un mail dans ce sens, un projet de livre sur le barrage de la Soude. Les adhérents ont eu le mail. Les adhérents ont eu le mail. Ah, les adhérents. Voilà. Bon, Christophe intervient, moi je me retire. Bonne soirée à vous tous. Merci. Alors, que dire? Je ne vous cache pas que c'est quand même une épreuve assez difficile. Je sais, moi ce que je vais être franc, j'ai rien préparé très clairement. De toute façon, Richard, il n'aurait pas aimé que je fasse un discours pompeux, etc. Et c'était un homme vrai, voilà. La première fois que j'ai vu Richard, c'était en début août 2000. Je m'en rappelle encore, comme si c'était hier, c'était au bord du canyon, là, avec René. Et j'ai compris que c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui savait ce qu'il disait. Et surtout, de suite, c'est devenu un maître dans la géologie pour moi, effectivement. Moi, j'étais encore au lycée, vous imaginez, à l'époque. Donc, 22 ans, voilà, 22 ans d'un chemin parcouru. Et effectivement, si je devais approfondir, je me rappellerai, bon, il y a des souvenirs qui reviennent, mais un souvenir, ça a été lors d'un repas qu'on faisait de manière improvisée à la fin d'un festival, et il avait apporté sa guitare, et il s'était mis à chanter des chansons de Brassens. Et ça m'avait beaucoup surpris, parce que c'était quand dans les conférences, dans les sorties, c'était quelqu'un qui était très sérieux, tout ça. Et puis là, après l'apéro et tout ça, il s'était complètement lâché. Et en fait, c'est là que vous aviez dévoilé un petit peu du voile du vrai Richard, je pense. Un Richard sentimental, un Richard profondément humain. Et voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas si nos vies ont un sens, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc ça, j'en suis convaincu maintenant. Vous savez, la vie se charge de nous mettre des épreuves, et puis on perd des proches, on perd des amis, et il faut essayer de faire face. Et donc ce soir, on va essayer de faire face dans la joie et la bonne humeur. Je vais vous montrer tout un tas de choses très jolies. J'ai fait une conférence assez légère, plus légère je pense que d'habitude, mais à chaque fois que je dirai quelque chose, je sais qu'il y a Richard derrière qui, je me dis avant de dire le truc, qu'est-ce que je dis pas une bêtise, peut-être que Richard va me reprendre, et donc s'il nous entend, eh bien, écoute, excuse-moi de raconter des conneries, mais je vais essayer d'être le mieux possible. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Voilà.
Alors, on va essayer de repartir de là où je vous avais laissé il y a 2 ans déjà, effectivement. Puisqu'il y a 2 ans, on avait fait la précédente conférence sur les États-Unis. Et je me rends compte que c'est déjà la 4e conférence que je fais sur mon voyage aux États-Unis. J'aurais bien rentabilisé ce voyage. D'ailleurs, ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure, qu'en fait, j'aurais passé plus de temps à parler du voyage que de faire le voyage. En fait. Non, je rigole. Ce voyage, donc, c'était en août 2017. J'y suis allé pour aller assister à une éclipse. Donc, la dernière conférence, je vous avais montré l'éclipse. Et puis, bien entendu, quitte à faire tout ce voyage, autant faire un petit peu de visite, de géologie. Et effectivement, je peux vous dire que j'en ai eu pour mon argent, puisque 3 semaines de visite, 10 000 km parcourus, enfin vraiment un truc assez dense. On dormait sous la tente essentiellement, etc. Enfin, donc vraiment un voyage assez fou. Et au moment où j'étais en train de préparer la conférence hier soir, je ne vous cache pas, donc j'étais en train de ressortir les photos du placard, et qui m'appelle, eh bien en fait l'ami avec qui j'avais fait le voyage, on ne s'était pas téléphoné depuis 2 ans, et le type m'appelle exactement au moment où j'étais en train de sortir les photos. Alors c'est vrai que la personne cartésienne que je suis dit que c'est une pure coïncidence, mais ça m'a un peu troublé. Voilà. Donc du coup, la dernière fois, je vous avais laissé sur ce magnifique soleil couchant, à proximité, évidemment, donc voilà, quelques images des épisodes précédents, bien sûr. La tour du diable, extraordinaire. Hein. La tour du diable, on s'était arrêté là, hein, lors de la dernière étape de notre séjour, de notre voyage. Cette fameuse tour du diable, évidemment, en phonolite, cher à Richard, puisqu'il y a eu un petit discours, un petit échange sur le sujet. Et c'est vrai qu'avec du recul, eh bien, je garderai un souvenir ému de cette petite remarque. Mais effectivement, c'est visiblement une phonolite donc de la tour du diable. Donc quelques rappels. On va faire directement, on va rentrer dans le lard du sujet, comme ça on pourra se reposer après. Donc je rappelle que nous sommes ici, donc sur la plaque nord-américaine, et vous le savez bien sûr depuis le temps qu'on en parle, la surface du globe est instable, elle est composée d'une quinzaine de plaques, et que ces plaques bien sûr vont coulisser les unes contre les autres. Donc là ça s'écarte, là ça glisse, et là ça se rapproche. Et donc il se trouve que la plaque nord-américaine a été largement perturbée par ses voisines, et notamment la plaque pacifique, mais aussi la plaque Rwandais-Fuka, et une autre plaque qu'on a découverte plus tard, qui est déjà passée dessous, la plaque Farallon, qui a, je le rappelle, complètement soulevé toute la partie ouest de la plaque nord-américaine. Donc ça, c'est ce qui a soulevé toute la partie ouest. Et d'ailleurs, vous le voyez ici sur cette image avec les reliefs, on voit très bien que la partie ouest du continent nord-américain est beaucoup plus en altitude que la partie est. Et donc aujourd'hui, on va se balader quelque part à l'interface entre les deux. Donc là, voilà, j'ai retrouvé une petite carte géologique du beau vieux temps, là, donc on est au 19e siècle, et on voit ici, effectivement, une partie ouest particulièrement accidentée, avec des reliefs, avec des roches qui n'ont rien à voir avec les roches de l'Est, puisqu'ici on a essentiellement des schistes et surtout des granites, puisque ce sont les rocheuses. On verra également les Rocky Mountains, on ira voir les Black Hills tout à l'heure ici, donc on va commencer notre voyage ici, et ensuite on va descendre, on va traverser tout ça, et on va aller jusqu'ici, et on remontera là. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Ensuite, également, la plaque nord-américaine, comme toutes les plaques et les parties continentales des plaques, sont un agglomérat de petites sous-plaques, de petites plaques qui se sont peu à peu accolées entre elles. Et effectivement, nous allons voir en fait une des sutures entre deux plaques, tout simplement. Hein, la plaque qui a donné le Colorado notamment et le reste. Donc c'est ici qu'on va essayer de voir un petit peu comment le continent nord-américain s'est aggloméré. Vous voyez d'ailleurs au passage les âges, qui sont bien sûr très anciens, beaucoup plus anciens que les roches que l'on rencontre en Europe, enfin en Europe du moins en France en tout cas, puisqu'on a quand même des cratons, hein, donc des vieilles croûtes continentales de près de 2 milliards d'années. Je rappelle que les plus vieilles roches de France ont 2 milliards d'années, mais elles sont juste, il y en a juste un petit moignon en Bretagne, et donc là c'est carrément des
plaines entières qui sont composées de granit ou de micaschiste ou de gneiss très très anciens. Donc voilà la carte géologique un peu plus détaillée, dernier cri du continent nord-américain. Je ne vais pas redétailler puisque je n'en avais parlé, mais on voit bien ici cette partie extrêmement perturbée qui a été complètement plissée, cassée, soulevée, tectonisée et même lardée d'injections magmatiques et volcaniques. Donc on va en voir quelques exemples. Et vous voyez surtout la frontière ici qui est très nette, où là, là vous êtes dans la plaine, c'est vraiment la morne plaine, vous verrez sur les photos. Là, il n'y a plus rien à voir, parce qu'en fait, c'est tout plat. Voilà. Et puis peut-être qu'un jour, j'irai voir de l'autre côté pour voir qu'est-ce qui se passe, puisque là, on a dans de la tectonique beaucoup plus ancienne, puisque c'est la tectonique hercynienne qui est ici, avec les Appalaches. Donc aujourd'hui, voilà, on va s'approcher et on va voir notamment cette espèce de relief qui est composé donc des Black Mountains où on va aller d'abord, puis ensuite les Rocky Mountains. Excusez-moi mon accent, j'ai eu une mauvaise note en anglais au bac et depuis ça ne s'est pas arrangé. Ensuite on va aller par là et on finira dans le désert, quelque part par là. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va rester assez gentil, un petit peu de géologie mais pas trop. Un petit peu de paysage et ça va être sympa. On fera un petit peu d'histoire aussi, un petit peu de patrimoine. Bon, bref, et même un petit peu d'astronomie même. Donc là, c'est vraiment le truc éclectique aujourd'hui, vous allez voir. Voilà, donc on va aller d'abord, on va commencer ici, à côté d'une ville qui s'appelle Rapid City. Effectivement, où il n'y a pas de bouchon, je présume, d'habitude. On verra ça. Voilà un petit peu mon circuit pour ceux qui s'en rappelaient pas. Donc j'ai fait une boucle de Los Angeles jusqu'à Los Angeles, 3 semaines en voiture, 10 000 km. Donc notre première partie, on avait traversé la Sierra Nevada, je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'à Las Vegas. Ensuite, je vous avais fait cette partie du voyage où on avait traversé les plus beaux paysages du monde, vraiment, avec bien sûr le Grand Canyon, le météore cratère, les arches naturelles, un truc absolument extraordinaire. Ensuite, on avait vu là où j'avais assisté à l'éclipse, donc dans le parc du Grand Teton, pour ceux qui s'en rappellent. Et puis ensuite, on était allé au Yellowstone, bien sûr, qui est une énorme caldeira aussi grande qu'un département français, un ancien super volcan. Et puis on avait terminé donc à la Devil's, comment on dit, port du diable, voilà, cette espèce de neck absolument extraordinaire qui fait la taille de la tour Montparnasse pour se situer à peu près, et qui donc était un petit peu le point final de la précédente conférence que j'avais faite il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui on va se diriger juste à côté, on va passer dans le département à côté, l'État à côté, donc le Dakota du Sud. Et ensuite, on va descendre, on va traverser le Wyoming, on va longer le Nebraska, passer par Denver, longer donc toute la Rocky Mountains du Colorado. Et puis ensuite, on va descendre ici, on va aller voir des trucs plus ou moins sympathiques liés à l'histoire des êtres humains. Puis ensuite, on verra également la capitale du Nouveau-Mexique, magnifique Santa Fe. On fera une petite incartade à mon circuit puisqu'on ira voir les White Sands et puis ensuite on se dirigera vers le désert où j'ai eu chaud, on va dire ça comme ça. Donc pour vous donner une idée, toujours pareil, se remettre à l'échelle, parce qu'on est dans une échelle complètement qu'on a du mal à se représenter. Là vous avez la France à l'échelle du Wyoming, vous voyez le Wyoming c'est un rectangle qui pourrait recouvrir pratiquement les 3/4 de la France. Je me suis amusé à superposer grâce à un site internet que je vous conseille qui s'appelle True Size of Continent. Vous pouvez superposer notamment les États-Unis entiers sur l'Europe. Là, je ne sais pas si vous situez, vous avez la France, l'Espagne, le Portugal. Donc vous voyez un petit peu la taille, en respectant les proportions, bien sûr, parce que vous savez que les cartes sont un peu déformées par les projections Mercator et tout ça. Et donc, en gros, si je zoome, voilà les États que nous allons traverser ce soir. Je zoome encore un petit peu. Donc nous allons partir du Sud Dakota. Donc imaginez que le mont Rushmore, qui sera notre point de départ, se situe du côté de Metz, à peu près. Nous allons ensuite traverser le Wyoming, traverser ensuite le Colorado. On va arriver à Barcelone, qui est en fait le nord
du Nouveau-Mexique. On va faire escale du côté d'Albuquerque et de la zone où on ira voir le VLT tout à l'heure, le VLA, pardon, un radio, observatoire radio, donc du côté des Baléares. Ensuite, on va continuer vers l'Arizona et finalement le désert de Yuma, à la fin, sera du côté de Séville. Ah, pour vous donner une idée de l'échelle, hein, le circuit qu'on va faire ce soir, c'est je pars de Metz et je vais à Séville. Voilà. Et ça, j'ai fait ça en une semaine. Donc, on voit beaucoup de paysages et on voit évidemment, ça varie beaucoup. Dernier rappel également par rapport aux précédentes conférences, donc c'est cette fameuse plaque Farallon qui est passée en subduction, donc qui est passée sous la plaque nord-américaine, puisqu'elle a été poussée par le Pacifique, et en passant dessous, eh bien, elle a entraîné un soulèvement généralisé du plateau du Colorado, qui, je le rappelle, a une altitude moyenne de 3000 mètres, et bien entendu, ça a engendré également la Sierra Nevada avec le Yosemite que vous avez vu en introduction dans le tableau au départ, et puis ensuite les Rocky Mountains, et ensuite les Grandes Plaines, puisque là ça s'est beaucoup moins remonté, mais vous voyez que toute la zone a été ressoulevée par cette subduction sous la plaque nord-américaine. Donc ce soir, on va commencer par un monument que vous connaissez tous, le mont Rushmore, je vais y revenir. On continuera par des routes tout à fait improbables et riches en mirages, vous verrez, des très beaux mirages que j'ai pu prendre en photo. Et je vous emmènerai ensuite dans les étoiles, parce que bien sûr, ça se finit toujours comme ça. Hein, et on va voir. Et puis bon, il y aura aussi la traversée du désert aussi. Il y a toujours ça dans la vie. Et donc la traversée du désert, et là vous avez vraiment l'impression que je suis en plein milieu du Sahara, alors qu'en fait je suis au sud des États-Unis. Et il y a ce désert absolument extraordinaire. À l'horizon, c'est la frontière mexicaine. Il n'y a même pas besoin de faire un mur là, parce que je peux vous dire qu'il fait 50 degrés et ça fait chaud. Donc on va commencer ici, au mont Rushmore, qui est vraiment donc, au nord, au centre-nord, on va dire, des États-Unis. On est vraiment dans un endroit vraiment reculé. Hein. Il faut vraiment avoir envie d'y aller pour aller voir ça, et ça vaut le détour. Donc on rentre dans ces fameux mémorial, national mémorial. Ce sont des parcs nationaux hein, qui sont gérés, je le rappelle, par des rangers, etc. Donc tout ça est très très bien organisé, très très bien entretenu. Et donc vous avez ici cette fameuse Black Mountains qui émerge véritablement de la plaine environnante. Hein, donc voilà un petit peu une carte géologique simplifiée. Vous voyez que la tour du diable que nous avions vue il y a 2 ans, elle est ici, donc elle est bien sûr pas étrangère à tout ça. Sauf que la tour du diable, on avait vu qu'elle avait une 50aine de millions d'années, donc ce sont des intrusions magmatiques du Cénozoïque, on va dire, alors que les Black Hills ici sont en fait des roches beaucoup plus anciennes, mais qui ont été rehaussées par la tectonique du Cénozoïque également. Et donc le mont Rushmore est ici, en plein milieu de ces Black Hills. Donc comment ces Black Hills se sont constitués? On pense que tout ceci commença véritablement il y a à peu près 2 milliards d'années. Hein, 2 milliards d'années, au moment où en fait le craton du Wyoming est passé en subduction et est ensuite rentré en collision avec le craton qui en donnera véritablement tout le continent nord-américain. Et donc les granites ici qui vont engendrer les Black Hills, en fait, sont ici. Donc ce sont des granites de subduction qui ont à peu près 2 milliards d'années, qui sont injectés dans un encaissant sédimentaire, hein, donc, qui sont devenus avec le temps des schistes notamment. Et donc tout ceci a été plissé, malaxé, écrasé sous l'effet de la pression. Donc on a une collision continentale, ça a engendré une chaîne de montagne qui a ensuite été érodée, bien entendu, comme toutes les chaînes de montagne. Et vous imaginez l'érosion en 1 milliard 700 millions d'années. Et en fait, si aujourd'hui on est encore en relief, c'est parce que ce relief a été rajeuni, ressoulevé au moment donc de la subduction de la plaque Farallon, qui est encore une autre plaque, hein, vous voyez un petit peu la complexité. Et aujourd'hui, on peut admirer ça. Donc voilà l'interprétation aujourd'hui. Donc les Black Hills sont ici, donc c'est vraiment des roches très très anciennes, précambriennes, et on pense qu'elles ont été pendant plusieurs millions d'années recouvertes par des sédiments beaucoup plus récents, en fait des sédiments
du primaire, enfin, ce qu'on appelle le primaire, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Et au moment où tout ceci a été replissé, eh bien en fait, tout simplement, ça a été plissé, mais ça a été aussi érodé, et ça a permis de faire émerger en fait le substratum, le socle qu'on appelle tout simplement, hein, le socle rocheux très ancien, et de pouvoir voir aujourd'hui ces roches qui émergent à ce niveau-là. Voilà un schéma en 3D où vous avez donc en fait les sédiments qui sont en fait du Crétacé en vert, hein, et puis les sédiments du Tertiaire un peu plus récents ici, et puis bon, l'érosion a fini par ouvrir véritablement une fenêtre sur le substratum rocheux avec des granites et des micaschistes qui ont 1,7 milliard d'années à peu près. Donc voilà, on arrive, voilà un petit peu la zone qui est très très belle, puisqu'en fait c'est resté complètement vierge, hein, il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Les parcs naturels aux États-Unis, c'est un des derniers endroits où vous pouvez voir encore des zones qui sont restées à l'état sauvage. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient créé ces parcs au 19e siècle pour pouvoir les préserver. Hein, parce que j'en avais déjà parlé à la dernière conférence, mais à l'époque, bon, c'est sûr qu'ils avaient un continent entier qui s'ouvrait à eux, les colons européens, faut pas les oublier, donc ils avaient quand même de la place, mais il y a quand même quelques hommes politiques assez éclairés, on va dire, qui ont voulu véritablement, notamment sous l'effet de lobbyistes qui existaient déjà, protéger certaines zones au détriment d'autres. Évidemment, on va voir qu'il y a aussi des petits à côté, pas toujours très ragoûtants. Et effectivement, donc vous arrivez au détour d'un virage et vous voyez une tête, voilà, une tête qui émerge de la montagne. En fait, il y a 4 têtes, donc ce sont 4 présidents américains, et donc c'est sculpté dans ce granit du Précambrien. Donc voilà un petit peu l'entrée pour vous situer. Alors évidemment c'est très spectaculaire, c'est très joli. C'est un des sites les plus visités aux États-Unis. Vous savez que les Américains sont très patriotes, donc ça ne nous surprendra pas. Et donc c'est quelque chose qui représente quelque chose. On va voir tout à l'heure que ça représente aussi quelques tensions diverses. Donc, de gauche à droite, vous avez George Washington, ensuite Thomas Jefferson, qui est donc, je crois, le 2e président des États-Unis. Ensuite, vous avez un président plus récent, Theodore Roosevelt, avec ses petites lunettes. Et enfin, bien sûr, Abraham Lincoln, le fameux président, assassiné aussi d'ailleurs, il y en a eu d'autres, qui était le président durant la guerre de sécession. Alors, ce qui nous intéresse d'un point de vue géologique, ici, je ne suis pas historien, ce sont notamment, vous voyez, des espèces de petits traits dans le granit. En fait, c'est un granit qui est injecté de pegmatite, c'est-à-dire des espèces de filons plus riches en quartz, parce qu'en fait, c'est lié à la cristallisation tardive du massif. Donc ça, c'est vraiment lié à la mise en place du massif granitique à l'époque, qui est en fait ce qu'on appelle un batholithe, c'est-à-dire une espèce de poche de magma. Imaginez une espèce de montgolfière, mais dans la roche, en fait. Hein, on appelle ça aussi un pluton. Et ce qu'il y a d'intéressant au niveau de la zone du Mont Rushmore, c'est qu'ici, vous avez l'encaissant. C'est-à-dire que là, vous avez l'encaissant micachistique, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment le contact entre la chambre magmatique et l'encaissant. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure que ça a eu des conséquences sur la sculpture, parce qu'évidemment, vous comprenez bien qu'on ne taille pas de la même façon le granit, qui est quand même une roche assez homogène, malgré ses filons ici, qui a causé d'ailleurs des petits soucis sur la tête de Jefferson, parce qu'en fait il y avait tellement de filons que ça ne tenait pas. Donc ils ont dû refaire sauter la première tête et en sculpter une autre un peu plus en retrait derrière, parce que la roche n'était pas bonne. Ça c'est le charme pour ceux qui font de la sculpture peut-être, comme vous êtes obligé de sculpter dans un bloc brut. Moi je trouve ça d'ailleurs assez magique, parce qu'il faut faire émerger une forme d'un matériau dont vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans. En fait. Donc, et là, on est à une échelle vertigineuse. Parce que vous allez voir les photos, mais un homme peut tenir dans la pupille. Hein, pour vous donner une idée de l'échelle, quand même. Hein. Donc voilà un petit peu vue du pied. Donc on voit tout le tas de gravats qui est là, c'est tout simplement tout ce qui a été excavé et qui est resté là. En fait, vous l'avez peut-être compris, c'est un monument inachevé. En fait, c'est-à-dire que ça s'est arrêté en 1941. Faute de financement, et puis surtout faute que le sculpteur, l'artiste est mort, tout simplement, et malgré la reprise d'héritiers, il n'y avait plus de
dessous, et donc il y avait la guerre, accessoirement, en 1941, donc ça s'est arrêté, et finalement, le monument est resté en plan. Voilà, donc les visages, pour vous donner une idée, 18 mètres de haut, hein, chaque visage, et de la largeur de l'ensemble, 62 mètres, pour vous donner une idée grossière, approximative. Donc voilà, j'ai pris quelques photos pour voir vraiment la zone de contact. C'est quand même assez rare, mine de rien, de pouvoir voir aussi bien un contact entre la chambre magmatique et l'encaissant mica-schistique qui est en fait beaucoup plus vieux. Vous l'avez compris que ça, ce sont des roches qui ont plus de 1,7 milliard d'années. Voilà, donc on peut se promener au pied du monument, on a vu le soleil en plus, donc c'est très agréable. On voit très bien ici les traces donc, des tailleurs de pierre, et donc j'ai réussi à récupérer ça sur le site Planète Terre, que je vous conseille vivement, de Pierre Thomas, entre autres, et qui a fait un petit schéma d'interprétation. Donc là, on a bien le granit protérozoïque qui s'appelle Black Elk Peak, de 1,6 milliard d'années, et dessous on a l'encaissant qui est donc forcément plus vieux que 1,6 milliard d'années. Donc voilà un schéma interprétatif. On pense que ce magma donc, est arrivé suite à la tectonique des plaques que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il s'est injecté dans un encaissant déjà de mica-schiste déjà en place, et puis ensuite forcément au fil des centaines de millions d'années l'érosion a tout décapé, et aujourd'hui vous vous retrouvez à cheval, donc au milieu de l'ancienne chambre magmatique, tout a disparu au-dessus bien sûr, et le mont Rushmore se trouve exactement ici, au contact entre l'encaissant et la chambre magmatique. Voilà. Ça c'est quand même assez intéressant. Donc voilà ici l'échelle, donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce granit, hein, avec donc ces gros filons pegmatitiques où on voit donc des feldspaths et notamment des quartz à l'intérieur. C'est quand même un granit qui est assez grossier par endroits et qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu quelques difficultés. Et puis juste à côté du centre d'accueil et des toilettes d'ailleurs, c'est même pas indiqué, vous avez la zone de contact que j'ai piqué aussi à Pierre Thomas, parce qu'en fait Pierre Thomas est allé en même temps que moi, mais on ne s'est pas vu, et j'ai pas pensé à prendre la photo quand j'étais sur place. Et là vous avez vraiment le contact entre les mica-schistes ici et donc le granit au-dessus. Et c'est vrai que ça mériterait d'être indiqué aux visiteurs parce qu'on a quand même une zone de contact assez intéressante. Donc voilà un petit peu, d'ailleurs on voit très bien les filons pegmatitiques dans le visage balafré de Thomas Jefferson. Voilà donc des filons ici qu'on voit très très bien dans ces granites. Donc voilà ces visages qui sont extrêmement spectaculaires. Digne du sphinx quasiment, hein. Évidemment c'était l'objectif. On est bien d'accord que tout ceci reflète une époque, pour se voir la face. Ce monument a été décidé juste donc dans l'entre-deux-guerres, et il fallait montrer une certaine histoire, on va dire, de l'Amérique du Nord et des États-Unis, et donc il fallait que ça apparaisse dans le paysage. Donc voilà ici d'ailleurs la sculpture qui a servi de modèle, ici un modèle en plâtre, et vous voyez qu'en fait initialement tout jusqu'à la ceinture c'était prévu de représenter les personnages évidemment, avec les surprises désagréables qui a été dessous, notamment avec les schistes qui étaient extrêmement difficiles à travailler. Et bien tout ceci a été ralenti, arrêté et faute d'argent ensuite abandonné. Donc au départ, voilà à quoi ça ressemblait le mont Rushmore. Bien sûr, vous vous rendez bien compte que c'était une montagne qui était nommée d'ailleurs les 6 grands-pères d'ailleurs par les Amérindiens Lakota, qui appartenaient aux Sioux. Donc la montagne fut rebaptisée d'après Charles Rushmore, qui était un avocat de New York, qui se baladait par là et qui la remarqua lors d'une expédition en 1885. Donc là aussi, ça nous met quand même la puce à l'oreille. On se dit, tiens, oui, effectivement, il y avait des êtres humains qui vivaient dans la région et qui avaient aussi leur culture et leur histoire. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont trouvé que leur culture était sûrement mieux et qui ont aussi marqué leur passage, de leur empreinte. Donc il ne faut pas oublier que ce monument est aussi un monument politique, évidemment. Tout ceci s'inscrit notamment après une série de batailles, dont celle de Little Big Horn, contre les Amérindiens de 1876 à 1877. Les États-Unis, attirés par les richesses de l'Ouest, conquirent le territoire qui appartenait aux Amérindiens depuis la signature de 1868 du traité de Fort Laramie. Donc tout ça est dans un contexte belliqueux et
vous le savez sûrement, évidemment, l'histoire des États-Unis n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, on a encore quelques ressorties aujourd'hui. On en parlera peut-être si ça vous intéresse. Et donc, voilà un petit peu l'objectif très clair de la part des Occidentaux, c'est de marquer le territoire en disant ça c'est chez nous et c'est à nous. Donc du coup, ils ont choisi, après moult débats, le mont Rochefort, qui était bien placé, qui était surtout fait en granit, donc c'était intéressant pour la pérennité du monument, puisque je rappelle que le granit est très résistant à l'érosion, et donc ils ont complètement sculpté tout ça. Le sculpteur, le voici, Gudson Borglum, qui n'a pas l'air commode comme ça, et en même temps, c'est normal, le type était du plus clan. Donc il avait tout pour être formidable, le type. Et, moi, quand j'ai appris ça, j'étais un peu déçu. Parce que quand j'ai visité le monument, je me suis dit, ah, c'est magnifique, c'est une magnifique réalisation. Et puis ensuite, c'est en revenant que j'ai un petit peu épluché tout ça, puis je me suis rendu compte que finalement, oui, c'est pas tout très reluisant avec les Amérindiens et tout ça. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc voilà le modèle en argile qui a servi à faire ça. Et voilà les outils qui ont servi à tailler avec les premiers marteaux-piqueurs. À l'époque, évidemment, c'est pas au cure-dent qu'ils ont fait ça, c'est du granit. Donc entre le 4 octobre 1927 et le 31 octobre 1941, Borglum et 400 ouvriers sculptèrent les 4 visages pour commémorer les 150 premières années de l'histoire des États-Unis. Voilà un petit peu l'échelle, vous voyez un petit peu, c'est pharaonique, hein, c'est un travail complètement pharaonique, avec donc les alpinistes véritablement qui doivent sculpter tout ça au-dessus du vide. Vous voyez un petit peu la taille des yeux par rapport aux personnes. Donc c'est vraiment un monument très impressionnant et qui au final reflète bien d'ailleurs l'état d'esprit d'un homme blanc, on va dire, d'Europe. On va dire ça, qu'il faut bien marquer le territoire et montrer qu'on est plus fort que la nature, évidemment. Voilà. Donc vous voyez ici un petit peu quelques images que j'ai réussi à retrouver. Et donc voilà, on imagine bien la suite qui aurait dû se faire. Évidemment, les schistes qui sont en dessous, vous comprenez bien que là-dedans, est très difficile de tailler ça, parce qu'en fait, ça fait des plaques qui se débitent, évidemment. Donc, d'ailleurs, on a quelques traces assez bizarres que j'ai retrouvées. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être des vestiges d'anciennes strates qui ont été remodifiées par le métamorphisme? Hélas, je ne suis pas assez compétent, je m'en excuse. Et du coup, je me suis pris en portrait, je me suis dit, est-ce que qu'on pourrait mettre ma tête à la place? Peut-être que ça rendrait mieux, hein. Pourquoi pas? En vrai, je parle dans les 3 semaines déjà. Et puis, on a quand même eu droit à un petit concert sympa qui est là avec El Gringo et Conchita, hein, c'était assez sympa. J'ai pas compris pourquoi il y avait ça, mais bon, ça fait partie de l'animation. Alors, on va dire que c'est assez agréable. Alors, pour les connaisseurs, bien sûr, hein, North by Northwest, évidemment, La mort aux trousses, 1959, c'est là que se finit la scène finale avec, bien sûr, Cary Grant et Eva Marie Saint, donc célèbre film d'Alfred Hitchcock. En fait, tout avait été tourné en studio, évidemment, je vous rassure. Le méchant ne finit, enfin, je ne veux pas vous révéler la fin, parce que vous n'avez pas vu le film encore, hein, il vient de sortir. Voilà, mais en tout cas, très bon film, rediffusé sur Arte l'autre jour, et j'ai bien aimé. Donc, comme quoi, un bon film, on peut le voir 60 ans après. Alors qu'un mauvais film, non. Donc, un peu à côté, vous descendez 13 km en dessous, et vous tombez sur un autre monument. Alors, lui, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, on ne m'avait pas dit. Et en fait, vous avez un monument qui s'appelle en fait le Crazy Horse. Je me suis dit, ah, le Crazy Horse, c'est ça, comme à Paris. Non, pas du tout. Donc ça, c'est Crazy Horse, c'est le vrai Crazy Horse, en fait. Et en fait, ce monument a été voulu dès 1948 par un monsieur sculpteur qui avait travaillé déjà au Mont Rushmore, donc je vous épargne le nom, hein, Korczak Ząbkowski. Je pense qu'il était polonais, peut-être. Peut-être. Et il s'est dit, ce monsieur, mais en toute bonne foi, il s'est dit, mais quand même, on fait un monument pour les présidents américains, et pourquoi on ne ferait pas un monument aussi pour les Amérindiens? Donc l'idée était bonne, et donc il a acheté la montagne, carrément, on ne fait pas comme ça à moitié, et donc dès 1939, l'idée surgit, et finalement, dès en 1948, ça va commencer.
Et donc, effectivement, il y avait eu quand même une lettre qui avait été émise à l'époque. Mes camarades chefs et moi-même aimerions que l'homme blanc sache que l'homme rouge a de grands héros lui aussi. Donc, du coup, ils ont commencé à faire cette énorme sculpture qui est encore plus grande que les présidents américains, parce que rien que la tête, vous le voyez, fait plus de 20 mètres de haut. C'est un truc faramineux, c'est-à-dire que ça fait 70 ans que c'est commencé et on pense qu'il faudra autant de temps pour achever le travail. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et notamment des penseurs amérindiens qui, eux, disent que ça n'a ni queue ni tête cette affaire, puisque l'idée même de faire d'une montagne magnifique et sauvage une statue de Crazy Horse est une pollution du paysage, cela va à l'encontre même de l'esprit de Crazy Horse. Vous comprenez bien que ces Amérindiens vivaient en harmonie avec la nature, ça ne serait même pas venu à l'idée de transformer une montagne en l'honneur d'un chef quelconque. Donc, effectivement, c'est là que vous voyez un petit peu le fossé entre ces civilisations je sais pas comment dire, précolonisées, je ne sais pas comment on peut dire, mais entre les Occidentaux et ces civilisations premières, on pourrait les appeler comme ça, pourquoi pas, il y a un univers. Il y a un univers. L'être humain, l'Européen standard, lui, se dit, ah bah tiens, là, je vois une forêt, hop, on va tout raser, on va faire une route. Évidemment, on est dans un autre monde. Voilà. Donc c'est ça que... Voilà. Bon, en attendant, le projet se poursuit, et voilà à quoi il devrait ressembler à la fin. Donc, dimension finale de la sculpture, 195 mètres de longueur, pour 172 mètres de hauteur, et la tête fait 27 mètres. Donc, projet pharaonique, bien sûr, mais aux États-Unis, tout est pharaonique. Donc, il y a encore du boulot. Et donc, on a tracé, on a continué, puisqu'on avait quand même encore au moins 5000 km, donc il ne faut pas traîner non plus. Et donc, on se fait des routes comme ça, où c'est là que vous aimeriez avoir un petit peu la conduite automatique, parce que c'était un peu long. Surtout que là, on commence à traverser des grandes plaines qui n'en finissent pas, et qui sont très grandes. Imaginez rouler pendant pratiquement une demi-journée, vous ne voyez que de l'herbe. Voilà, que ça. En fait, on était là, on traverse ces grandes plaines. On voit très bien ici la carte des reliefs ici du Colorado. Donc on voit vraiment que cet état est vraiment coupé en deux. Toute la partie ouest, ce sont les Rocky Mountains qui sont quand même assez, on va dire, il y a de quoi voir, on va dire. Et puis là, par contre, ce sont les grandes plaines, avec donc la capitale, donc Denver, où on a dormi. Et c'est là où il y avait les incendies dernièrement. Et on s'est arrêté également à Colorado Springs, où on est allé voir un monsieur célèbre. Mais là, vous voyez vraiment la limite qui est très nette entre les grandes plaines qui n'ont pas été touchées par la tectonique des plaques et donc toute cette partie ouest qui a été soulevée. Et c'est vraiment très net, on le voit très bien dans le paysage. En fait, même à la frontière, voilà l'interprétation structurale. Vous avez donc une vieille plaque protérozoïque qui a embouti complètement, qui a été soulevée, c'est comme une nappe de charriage qui a soulevé même des sédiments beaucoup plus récents, parce que c'est des sédiments du Crétacé qui est en vert ici. Et donc la zone de suture est complètement lardée de failles et de structures très compliquées. Et notamment au nord de Colorado Springs, vous avez une zone qui s'appelle le Garden of the Gods. Alors on se dit, ça a l'air sympa, le jardin des dieux. Pourquoi ça s'appelle le jardin des dieux? Ben, c'est ça. Voilà, en fait, c'est sûr que quand les premiers colons sont arrivés, on peut comprendre qu'ils se soient dit, alors là, il y a quand même un truc. Là, vous avez ces espèces de sculptures extraordinaires, donc qui sont en fait l'équivalent de cheminées de fées. Et c'est pas moi qui ai pris les photos parce qu'on est passé, on ne s'est pas arrêté, mais on les a vus de loin. Et effectivement, vous avez cette espèce d'arêtes complètement sculptées par l'érosion et qui vraiment invite à la rêverie et même on se croirait presque dans un film, quoi. Donc vraiment très beau. Donc ça c'est vraiment à la zone de contact, vraiment à la zone de suture entre ces deux plaques qui se sont rentrées dedans depuis une cinquantaine de millions d'années. Donc voilà un petit peu l'archétype du camion, le bus scolaire évidemment, un classique aussi bien entendu, le train. Alors là quand vous voyez un train, vous savez où il commence et vous ne savez pas où il finit le train. En fait le train il fait 3 km de long, c'est quand même assez spectaculaire. Vous avez bien sûr les petites vaches,
On commence à voir flou là, oui, un petit peu. Il faisait chaud déjà, il faisait assez chaud. Et puis on longe ces fameuses Rocky Mountains avec cette espèce de cheminée de fées là, qui sont également donc sculptées dans ici du calcaire crétacé. Bien sûr le moulin à vent classique et les puits de pétrole. C'est là qu'il faut investir, hein, attention. Là. Donc il y a beaucoup de puits de pétrole dans le coin et donc vous avez cette espèce de marteau qui monte et qui descend là et qui assure évidemment notre autodestruction en quelque sorte. Hein. Évidemment c'est le pays, vous savez, du pétrole aux États-Unis. Je rappelle que j'ai fait 10 000 km en voiture pour à peine 200 €. Hein. J'ai fait la somme de tout ce que j'avais payé de pleine d'essence, 200 €. Ça coûte rien hein, là-bas de rouler. Donc évidemment, c'est un autre monde. On est dans un autre monde. Et effectivement, donc on a ces vaches au milieu. Alors pourquoi il y a du pétrole là? Ben, toujours pareil. Hein. La zone de suture, entre, donc au pied des Rocky Mountains, vous avez les sédiments du Crétacé qui ont été complètement plissés, mais dans ces sédiments, il y avait des couches plus carbonées qui ont bien sûr, avec notamment des fossiles d'algues et de phytoplancton, qui ont pu être ensuite piégés dans différents plis, hein, les anticlinaux, synclinaux, et c'est là qu'on va pouvoir faire un forage et prendre sa retraite en gros. Voilà. Jusqu'au jour où il n'y en a plus. Mais effectivement, c'est dans ces grandes plaines qu'ils exploitent encore donc, le pétrole dit conventionnel, et puis un peu plus à l'est, vous avez également les oil sands, qui sont en fait des schistes bitumineux, beaucoup plus difficiles à exploiter, puisque là, il faut carrément excaver avec... c'est une activité minière, hein, tout simplement, parce que le pétrole et le gaz est prisonnier, en fait, de la roche, et donc il faut vraiment sortir la roche, la broyer, pour pouvoir ensuite sortir le peu qu'on peut en sortir. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote énergétique. Alors ensuite, vous trouvez également beaucoup de bases militaires. Notamment ici, j'ai compris que c'était une base de lancement d'armes atomiques, parce qu'il faut bien toujours se faire péter la gueule un bon coup, de temps en temps, hein, c'est sympa. Et donc, vous avez ici, effectivement, quelques vestiges de la guerre froide qui sont toujours spectaculaires. Puis là, on s'est arrêté à Colorado Springs, et on est allé voir, parce que l'ami avec qui j'étais est électricien, donc il est fan de Nikola Tesla, et donc on va aller voir l'ancien laboratoire de Nikola Tesla, où il faisait ses fameuses expériences électrostatiques, etc., en 1900, et donc il ne reste plus que cette plaque commémorative, mais bon, c'était quand même assez intéressant de se pencher sur l'histoire de ce personnage, très connu. On a raconté aussi beaucoup de bêtises dessus, mais en fait, on ne peut pas non plus dénigrer cet homme qui a quand même été le penseur et l'inventeur de l'électricité moderne. Il était, je le rappelle, d'abord employé de Thomas Edison, puis ensuite ils ont été en concurrence, et Tesla a été le défenseur du courant alternatif, alors que Edison était pour le courant continu. Et donc finalement, c'est le courant alternatif qui a gagné, parce que c'était plus pratique. Et donc voilà la zone où son laboratoire, voici à quoi ressemblait son laboratoire à l'époque, c'était la campagne, où il faisait ses expériences extraordinaires dans sa cage de Faraday avec ses bobines Tesla, évidemment. Donc on a cette célèbre photo avec ces éclairs extraordinaires, et lui il lit son journal tranquille, parce qu'évidemment il a confiance dans ses calculs. Ça il faut quand même, voilà, c'est quand même bien. Vous avez bien sûr la mairie, hein, donc le City Hall, architecture archi-classique aux États-Unis, c'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel patelin, vous avez toujours pratiquement le même plan de bâtiment néoclassique. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il était bien sûr construit entièrement en granit, donc le joli granit clair du Yosemite, je pense, parce que c'est vraiment tout à fait la couleur, qui se retrouve dans beaucoup de monuments là-bas. Donc toujours agréable, et puis il y a même une copie de la Statue de la Liberté, mais un peu ratée d'après moi. Il semble que Bartholdi n'avait pas validé le truc, je crois. Enfin bon, passons. Ça, il faut bien se faire plaisir. Et puis un peu au sud, on est passé à côté d'un patelin qui s'appelle Los Alamos, je vous en parlais tout à l'heure, et on est passé à côté aussi d'une montagne que vous connaissez peut-être. Il y a des antennes pour communiquer. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire?
ça s'appelle tout simplement Cheyenne Mountains. Donc Cheyenne Mountains, alors je me suis dit quand même Cheyenne Mountains, il faut qu'on aille voir Cheyenne Mountains. C'est archi connu. Hein, donc Cheyenne Mountains, ma plus belle photo c'est celle-là. Parce qu'en fait on a voulu s'approcher, on est arrivé jusqu'à la barrière. Et puis je commence à sortir l'appareil photo. Et puis là je vois Marines qui sort avec un gros truc. Et elle me dit là c'est pas bon. Pas bon du tout ça. Parce qu'effectivement il ne fallait pas prendre de photos parce que c'est une base militaire. Donc, j'ai pas pris cette photo du coup, voilà, mais je vous la montre quand même, puisque c'est l'entrée principale de ce complexe militaire souterrain qui est creusé sous la montagne, sous du granit également du Précambrien. Et donc, c'est une base de contrôle qui date de la guerre froide, qui est toujours en activité. Je vous laisse apprécier l'épaisseur des portes. Je pense que là, les braqueurs, ils ne vont pas rentrer. Hein. Voilà, donc évidemment, ce sont des portes anti-souffle nucléaire. Et voilà à quoi doit ressembler sûrement la salle de contrôle. En fait, c'est de là que nos chers puissants contempleront le souffle nucléaire final, pendant que nous cramerons tous, et eux, ils crèveront dans leur trou. Mais en fait, les vrais savent qu'en fait, c'est pas du tout ça. Les vrais savent qu'en fait, il y a la porte des étoiles, en fait, à Cheyenne Mountains, évidemment. Stargate, c'est là où, bien sûr, les conspirateurs américains ont caché cette fameuse porte des étoiles qui nous conduit vers d'autres cieux. Et en tant que fan de science-fiction, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc, on a continué puisqu'on ne pouvait pas visiter. Alors, pour la petite anecdote, il paraît qu'il y a quand même un placard à balai à Cheyenne Mountains qui a marqué Stargate, c'est l'entrée cachée, parce qu'ils sont quand même un petit peu, ils rigolent. Bon, donc on continue, on descend les plaines. Et on voit des petits monticules qui émergent là. Alors ça vaut pas le coup, ça vaut pas la Devil's Tower, Tower. Mais c'est un petit peu quand même ça. Donc là, vous voyez, on sent quand même qu'il y a du volcanique. Là, c'est pas une bouse de Dieu, je sais pas quoi. Non, non, c'est un truc volcanique. Et effectivement, vous voyez, on voit très bien les orgues basaltiques. Donc on a un nec, un peu comme le nec de Belvezé sur le Brac. Alors vous remarquez que là-bas ils ne mettent pas des croix, ils mettent des drapeaux américains. Il y a des drapeaux américains partout là-bas. Bon. Et donc on a cette espèce de monticule. Alors comment ça s'est mis en place? Alors j'ai cherché et puis bon, on trouve en fait quelques explications. C'est toujours cette plaque qui est passée en subduction sous la plaque nord-américaine. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas une subduction classique. D'habitude, vous avez en fait une plaque qui passe en subduction et qui va plonger selon un angle d'à peu près 45 degrés et ça ne va pas beaucoup plus loin. Là, en fait, la plaque était probablement pas assez vieille, pas assez dense, et donc en fait, elle a glissé, elle a soulevé donc tout ce qui est au-dessus, et finalement, les phénomènes liés au magmatisme de subduction se sont fait beaucoup plus loin, et donc vous avez des intrusions magmatiques pratiquement au cœur des États-Unis, hein, au niveau où nous sommes, donc au niveau du Colorado, avec donc ces intrusions qui sont récentes, vous le voyez, puisque c'est début du paléogène. Donc, d'ailleurs, pour avoir les restes de basalte comme on vient de les voir en photo, c'est relativement récent, peut-être contemporain des volcans d'Auvergne. Quoique, là c'est plus vieux. Bon, passons. Donc, vous avez ici ensuite une magnifique arc-en-ciel, c'est passé par là. Donc, les petites images, c'est sympa. Les routes, toujours. Et puis, donc, on arrive véritablement ici au Nouveau-Mexique. Bon, toujours pareil, vous avez vu, le type qui a fait les cartes, il n'avait qu'une règle, manifestement. Donc, il a fait des traits. Et donc, le Nouveau-Mexique, capitale Albuquerque, c'est plutôt la capitale économique, en fait. La capitale historique, c'est Santa Fe, où nous allons nous rendre. Donc, vous voyez ici donc, Los Alamos. Nous allons longer ici, nous allons descendre. On va s'arrêter quelque part par là pour aller voir des petites choses intéressantes. Quelque part par ici, c'est passé d'autres choses moins intéressantes. Et puis là, vous avez Roswell, c'est sympa aussi pour ceux qui aiment bien les extraterrestres. C'est par là. Mais bon, passons. Et puis ensuite, on va descendre quelque part par ici. Voilà un petit peu le trajet. Toujours la carte des reliefs. Hein, donc vous voyez ici, toujours pareil, hein, l'ouest un peu plus montagneux et l'est beaucoup plus plat. Et donc on arrive à Santa Fe. Alors j'étais assez surpris de la ville de Santa Fe qui ne ressemble absolument pas
aux autres villes que j'ai pu traverser, ou dont je ne vous ai même pas montré de photos parce que ça n'a pas vraiment de caractère. Là, vous avez vraiment une ville, on se croirait presque en Europe, presque, là, hein, avec la petite place du village, le petit monument aux morts, la petite église, enfin, voilà, c'est vraiment sympathique. Alors, il faut savoir que c'est donc capitale de l'État du Nouveau-Mexique, fondée par les Espagnols en 1607, donc c'est pas vieux, c'est pas récent, hein, pour les États-Unis, bien sûr. De son vrai nom, Villa Real de Santa Fe de San Francisco de Asís, en espagnol. Voilà. Excusez-moi pour l'accent, aussi j'étais pas bon en espagnol non plus. Voilà, donc ville royale de Sainte-Foy de François d'Assise. Vous avez compris que ça a été fondé par les religieux. Et donc, j'avance, et donc vous avez cette magnifique petite église qui ne ressemble absolument pas à une église habituelle, on va dire, en Amérique du Nord. On se croirait plutôt par chez nous, on verra que c'est pas pour rien d'ailleurs. Donc cette église date de 1869. Autrement dit, c'est un monument historique digne de nos cathédrales médiévales, hein, là-bas. Il faut bien avoir conscience qu'un monument de 1869 aux États-Unis, mais c'est faramineux. Il ne faut pas oublier qu'au milieu de la place du village, ils exposaient le premier tracteur. Hein, comme nous, on expose un char de la guerre. En gros. Donc voilà, vous avez bien sûr Saint-François avec ses petits animaux, évidemment. Une petite plaque commémorative, la porte en bronze, donc pour montrer un petit peu la qualité de réalisation de l'ouvrage, et vraiment ce style qui rappelle un petit peu du néo-roman, vous voyez un petit peu et puis vous avez également une statue qui a été rajoutée il y a une vingtaine d'années, c'est une sainte locale, hein, Sainte Catherine Tekakwitha, excusez-moi, j'étais aussi très mauvais en langage indien, amérindien aussi. Et donc c'est celle qui avance en hésitant, en iroquois, et qui a vécu donc au XVIIe siècle, vous le voyez. Et donc vous voyez qu'il y a aujourd'hui quand même cet effort de vouloir faire également des monuments en l'honneur des premiers Amérindiens qui ont vécu avec les premiers colons sur place. Alors cette cathédrale, il faut savoir que elle ressemble un petit peu effectivement à une cathédrale comme chez nous, tout simplement parce qu'elle a été construite par des Auvergnats, tout simplement. Sur le modèle de l'église de Volvic, en France, bon, bien sûr, oui, à l'initiative de M. Jean-Baptiste Lamy, qui était né à Lampes, dans le Puy-de-Dôme. Hein, et c'était le premier archevêque de Santa Fe, ce monsieur. Donc en fait, le premier archevêque de Santa Fe, c'était un Auvergnat. Et donc le monsieur, il s'est dit, bon, on va construire une église un peu comme à la maison. Et donc vous avez un petit peu donc, ces arcs en plein centre, style néo-roman, avec la pierre locale, qui est essentiellement une espèce de grès, en fait, et avec quelques blocs un peu plus sombres. J'ai pas pu trop savoir ce que c'était. Peut-être des morceaux de basalte des entrées d'un peu plus loin, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, voilà un petit peu l'explication de cette église, donc construite par des Auvergnats qui sont venus vivre là-bas, au XIXe siècle, avec l'archevêque, Monsieur Lamy, qui était né dans le Puy-de-Dôme. Vous avez d'autres monuments. On ne peut pas enlever que les Américains ont quand même le sens du mémorial, hein, avec des petites statues sympathiques, plus ou moins réussies. Là, vous avez ici donc les premiers colons, avec bien sûr les conquistadors espagnols. N'oublions pas que nous sommes dans une ancienne colonie espagnole. D'ailleurs, tout est écrit en espagnol. Et notamment ce style architectural aussi tout à fait typique du coin, qu'on appelle le style adobe. Puisqu'il est fait en fait en terre crue, en fait, tout simplement. Et donc vous avez cette architecture très particulière qui fait un peu château de sable, en fait, mais bon, c'est du torchis, c'est de la terre crue, du pisé. Et alors, qu'est-ce que je trouve extraordinaire? Une pâtisserie française! Je me suis dit, enfin, on va pouvoir enfin manger correctement, parce que vous imaginez, 3 semaines à manger américain. C'est pas compliqué, j'ai perdu 10 kilos. Hein. Donc, parce que j'en pouvais plus. C'était que des hamburgers ultra gras, en fait, tout est sucré. Mais alors, moi qui n'aime pas le sucre, qui n'aime pas le gras, là, vraiment, là, au niveau bouffe, ça n'a pas été facile. Hein.
Et donc là, je me suis dit, extraordinaire, un truc français. Alors par contre, quand j'ai vu les prix, là, je me suis dit, c'est quoi, c'est à quoi qu'ils avaient commandé les croissants à Paris, quoi. Ils étaient arrivés en avion. Mais bon, vous avez quand même, voilà, vous avez un petit truc qui donne envie, quoi, avec des quiches à 10 $ la part, enfin, un truc sympa, quoi. Hein. Voilà, le millefeuille, ouais, c'est écrit en français, la forêt noire, voilà. Et d'ailleurs, c'était géré par un Français. C'est un pâtissier français qui s'est installé et qui a, je pense, senti le bon filon, surtout, parce qu'il vend ses pâtisseries 10 fois plus cher qu'en France, en fait, hein, donc, le bon plan. Au milieu de la place, vous avez cet obélisque. Alors, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, cet obélisque. Donc, un peu d'histoire. En fait, ça a été érigé par les peuples donc, du Nouveau-Mexique au moment de la création de l'État, véritablement, de l'État du Nouveau-Mexique en 1866. Alors vous avez également des plaques plus modernes qui sont apposées sur ce monument pour expliquer le monument. Parce que c'est là qu'il y a une petite subtilité. En fait, ils sont obligés d'expliquer aux gens la signification du monument, parce que notamment il y avait la mention que en fait, les guerres avaient été faites contre des sauvages, des Indiens sauvages. Donc vous imaginez un petit peu le ressenti qui est aujourd'hui de plus en plus intolérable. Et d'ailleurs même là, le mot sauvage a été carrément bûché, hein, et remplacé par courage. Mais en fait, voilà, il faut aussi penser l'histoire de ce pays qui s'est quand même construit sur la base de lutte. Hein, je ne vais pas faire de la politique là, mais effectivement, à l'époque, les autochtones, les Amérindiens étaient considérés comme des sauvages qu'il fallait éliminer. Donc évidemment, on ne peut pas comparer l'histoire de France actuelle, du moins des derniers siècles, avec l'histoire des États-Unis. Et donc tous ces mouvements qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de ça à la télé, c'est quelque chose qui appartient aux États-Unis, qui n'appartient pas à la France. Mais effectivement, j'ai été un peu surpris de ça, et en fait, c'est en se renseignant un petit peu qu'on comprend un petit peu les dessous de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, ce type de monument est de plus en plus décrié dans certains États américains. Et donc, il est nécessaire de faire de la pédagogie, de toute façon. Je pense que la meilleure façon de comprendre l'histoire, c'est de l'apprendre, hein, et d'essayer de l'analyser. Et tout à fait d'entre nous, j'estime que ce n'est pas en simplement déboulonnant des statuts qu'on va résoudre les problèmes historiques. Il faut aussi faire le ménage aussi, au niveau des idées, je pense. Hein. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Donc voilà, pour vous donner une idée de l'architecture des maisons traditionnelles dans le coin, hein, voilà, avec aussi une maison historique, donc c'est-à-dire une maison de 1900, un monument historique. Donc voilà un petit peu l'ambiance de Santa Fe et cette petite chapelle fort sympathique, la chapelle donc, de Loreto, qui date du 1870 à peu près. Alors on m'a dit, il faut absolument la visiter, c'est le monument à voir, parce qu'il y a un truc superbe à l'intérieur, c'est cet escalier, qui est considéré comme la 7e merveille du monde là-bas. Et effectivement, il est très joli, puisqu'il est entièrement fait en bois. D'après ce que la guide, il a été inspiré par Saint François d'Assise. En tout cas, là-bas, c'est considéré comme le monument historique absolument extraordinaire à voir. Voilà pour la petite pause, on va dire, culturelle et monumentale, on va dire, avec quelques très jolies statues en bronze à côté du musée. La nature est toujours très présente hein, aux États-Unis, surtout dans ces régions-là, et vous voyez un petit peu à quel point elle est mise en scène dans ces monuments commémoratifs. Dernière escale, vous avez également la petite chapelle de San Miguel, qui date de 1510, c'est la plus ancienne église, ou une des plus anciennes des États-Unis, vous imaginez, donc dans un style tout à fait colonial espagnol. Je m'attendais à voir Don Diego de la Vega débarquer quasiment. On est vraiment dans la déco, hein, vraiment tout à fait. C'était voilà. Et puis vous avez la cathédrale où j'ai pu rentrer, donc la cathédrale de Monsieur Lamy. Donc bien sûr, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, style néo-19e, comme vous le connaissez. Voilà, pour la petite anecdote. Et puis on est reparti de Santa Fe
Et on a donc retrouvé de nouveau ces intrusions basaltiques dans l'encaissant crétacé toujours. Ces routes qui vont jusqu'à l'infini. Alors parfois on ne sait pas si elles montent ou elles descendent, parce qu'en fait vous voyez les effets des mirages tout à fait étonnants. Là on peut vraiment, les travaux pratiques spécial mirage. Et puis on commence à avoir des trucs, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre, des antennes satellites pour capter la télé, bizarre, on va voir ça. On va essayer de se rapprocher. Et donc on va aller ici, à ce qu'on appelle le Very Large Array. C'est-à-dire le Very Large Array, alors comment on peut le traduire? Le grand champ. Et donc en fait c'est là qu'on a construit durant les années 70 le plus grand radiotélescope du monde à l'époque. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Et d'ailleurs vous voyez que j'ai même le t-shirt ce soir que j'ai mis spécialement pour vous, que j'ai acheté sur place. Vous pouvez m'applaudir, merci. Donc voilà, vous avez ici donc ces fameuses antennes qui sont absolument extraordinaires. De loin on se dit bon ça part très loin, en fait c'est immense, hein. C'est absolument gigantesque. Vous avez 27 antennes en tout qui se déploient, hein, et qui sont à l'écoute de l'univers. Donc je vais vous faire ma petite 5 minutes d'astronomie, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà un petit peu les grandes lignes. Ça a été fondé en l'honneur de M. Jansky, qui est un pionnier de l'astronomie radio. Donc vous avez un réseau de 27 antennes paraboliques qui font 25 mètres de diamètre chacune. C'est quand même énorme. Et qui se déploient donc dans ce réseau en Y, vous voyez, avec 2 axes de 21 km et un de 19 km. Donc ça vraiment, il fallait trouver un espace totalement désert, totalement plat. Donc ça tombe bien parce qu'il y a des grandes plaines dans la région. Et c'est là qu'ils ont construit cet énorme radiotélescope qui peut en fait, qui a un pouvoir de résolution équivalent à un radiotélescope géant de 36 km de diamètre. Donc c'est quelque chose de colossal. Et donc on va capter cette lumière invisible à nos yeux qui est en fait la lumière radio. Parce que je rappelle que les